de la TOC de m'avoir associée à cette session de l'œdème maculaire. Alors, je vous présente un patient âgé de 51 ans, sans antécédents pathologiques, et qui nous a été adressé pour une baisse brutale de l'acuité visuelle de l'œil gauche depuis 10 jours. À l'examen, son acuité visuelle était limitée à 6/10 non améliorable. Voici son OCT. Il existe un épaississement maculaire avec plusieurs logettes intrarétiniennes. Le diagnostic d'occlusion de branche veineuse temporale supérieure avec atteinte maculaire sous forme d'œdème maculaire cystoïde a été porté et on a discuté soit de réaliser une injection intravitrienne d'anti-VEGF, d'injecter l'Ozurdex, de réaliser une photocoagulation au laser, d'associer laser et IVT ou de surveiller le malade. À ce stade, on a décidé de surveiller le malade. On a revu notre malade un mois plus tard, soit en novembre 2015. L'acuité visuelle est légèrement remontée à 7/10, mais l'œdème maculaire est toujours aussi important. Vu l'acuité visuelle à 7/10, on a décidé de surveiller encore une fois notre malade. Un mois plus tard, soit 2 mois après l'épisode aigu d'occlusion de branche veineuse, l'acuité visuelle toujours à 7/10, l'œdème maculaire a plutôt tendance à augmenter. On a alors décidé de procéder directement à 3 injections intravitriennes d'anti-VEGF à 1 mois d'intervalle. Avril 2016, soit 1 mois après la dernière injection d'anti-VEGF, l'acuité visuelle est remontée à 10/10, l'épaississement maculaire a pratiquement disparu, avec cependant persistance de quelques logettes intrarétiniennes. Mai 2016, l'acuité visuelle toujours à 10/10, toujours ces quelques logettes intrarétiniennes, mais 1 mois plus tard, juin 2016, récidive de l'œdème maculaire cystoïde, baisse de l'acuité visuelle à 7/10, on a réalisé la 4e injection intravitrienne d'Avastin. Juillet 2016, l'œdème maculaire toujours aussi important, acuité visuelle toujours à 7/10, 5e injection intravitrienne. Août 2016, baisse de l'acuité visuelle à 5/10, aggravation de l'œdème maculaire, on a réalisé 2 injections intravitriennes. 1 mois plus tard, octobre 2016, l'acuité visuelle est à 10/10, avec une disparition totale de l'œdème maculaire. Décembre 2016, récidive de l'œdème maculaire, 8e injection intravitrienne. Janvier 2017, disparition de l'œdème maculaire, une remontée de l'acuité visuelle à 8/10. Février 2017, apparition d'une lame de décollement céro-rétinien et une chute cette fois-ci importante de l'acuité visuelle à 3/10. 9e injection intravitrienne. Mars 2017, disparition de la lame de DSR, acuité visuelle remontée à 9/10. Juin 2017, réapparition de l'œdème maculaire, 10e injection intravitrienne. 1 mois plus tard, tout a disparu, acuité visuelle à 10/10. 2 mois plus tard, réapparition de la lame de DSR, de la logette intrarétinienne. On a réalisé 3 injections intravitriennes. Et voilà le dernier cliché de décembre 2017. L'acuité visuelle est à 9/10 et disparition de l'œdème maculaire avec un profil maculaire qui a l'air, en décembre 2017, presque parfait. Donc, il s'agit au total d'un œdème maculaire récurrent qui a nécessité en 26 mois de suivi 13 injections intravitriennes d'Avastin. Quelle serait votre conduite à tenir? Donc, on a discuté soit de poursuivre les injections de bevacizumab selon le mode PRL, soit de demander une angiographie à la fluorescéine, une angiographie ovaire d'endocénie pour notre patient, de switcher vers une autre molécule d'anti-VEGF, de passer à l'Ozurdex, d'associer une grille maculaire ou de traiter le malade selon un mode tritindextant. Donc, on va discuter ces différents points un à un. Concernant l'angiographie à la fluo ou à l'ICG, au cours des occlusions de branche veineuse rétinienne, il existe des formes cliniques atypiques d'œdème maculaire qui sont liées à un remodelage vasculaire qui survient à moyen ou à long terme. Les dilatations capillaires microanévrismales peuvent atteindre la taille d'un macroanévrisme qui sera mieux identifié à l'angiographie ICG. Lorsque la diffusion est importante, un traitement par laser sélectif de ces lésions est recommandé. Par ailleurs, lorsque la récidive de l'œdème maculaire doit faire rechercher des territoires de non-perfusion en périphérie rétinienne dont le traitement au laser pourrait également être bénéfique pour l'évolution de l'œdème. Faut-il switcher de molécules d'anti-VEGF? Plusieurs études ont comparé 2 à 2 l'efficacité des différents anti-VEGF dans les occlusions veineuses rétiniennes. Cependant, il n'y avait pas de différence significative, ni en termes d'acuité visuelle, ni en termes de nombre d'injections. Seule une légère supériorité des résultats anatomiques avec l'aflibercept a été isolée. Cependant, jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'études prospectives comparant les 3 molécules à la fois, comme c'est le cas du protocole D dans l'œdème maculaire diabétique. Faut-il passer aux corticostéroïdes?
Comme nous le savons tous, l'étude SCORE, l'étude Geneva, ont confirmé l'efficacité de la triamcinolone, de l'implant de dexaméthasone dans les occlusions veineuses rétiniennes. Le pic d'efficacité est à 2 mois après l'injection pour le Zurdex, mais les principales complications bien connues des corticostéroïdes, que sont les cataractes, l'hypertonie oculaire et le glaucome cortisonique, limitent un peu le passage aux corticostéroïdes. Le pic d'hypertonie intraoculaire survient à 1 ou 2 mois après l'injection. Notre patient a une pression intraoculaire normale, mais il est jeune et fac. Faudrait-il plutôt surseoir à cette possibilité? Faut-il associer une grille maculaire? Le traitement par grille maculaire a longtemps été le traitement de référence pour les occlusions de branches veineuses rétiniennes, mais avec l'avènement des injections d'anti-VEGF, plusieurs études ont comparé les anti-VEGF à la grille maculaire et ont démontré une meilleure efficacité des injections intravitréennes en termes d'acuité visuelle. Cependant, le recul de ces études est limité, de l'ordre de 6 mois. La grille maculaire garde une place comme traitement adjuvant ou de deuxième intention qui pourra être discutée pour notre patient. Enfin, faut-il passer à un mode treat and extend? Au cours du mode treat and extend, les intervalles entre chaque injection seront augmentés très graduellement selon la rapidité ou non de réapparition de l'œdème maculaire. Dès la réapparition des signes de l'œdème maculaire, il faudra raccourcir cet intervalle. Une seule étude a comparé le mode treat and extend et le mode PRN au cours des occlusions de branches veineuses rétiniennes utilisant le bevacizumab. Cette étude a démontré une efficacité égale en termes de nombre d'injections et de résultats visuels, mais une diminution du nombre de visites annuelles et du coût médical avec le mode treat and extend. Donc, pour récapituler, voici l'algorithme de prise en charge des occlusions de branches veineuses rétiniennes. Devant toute occlusion de branche veineuse rétinienne, il faut réaliser un bilan initial, à savoir acuité visuelle, fond d'œil, pression intraoculaire et enchauffe du haut dans les 3 mois. Il faudra également rechercher les facteurs de risque. Si l'acuité visuelle est inférieure à 3/10, il faut passer directement aux injections intravitréennes, soit de Zurdex, soit de Lucentis et d'Eylea, selon un mode PRN ou un mode treat and extend. Si l'acuité visuelle est entre 3 et 6/10 et l'occlusion date de moins de 2 à 3 mois, il existe une possibilité d'attendre un peu, 1 ou 2 mois. Si pas d'amélioration, il faudra réaliser les injections intravitréennes. Par contre, si l'occlusion date de plus de 2 ou 3 mois, il faut passer directement aux injections intravitréennes. Enfin, lorsque l'acuité visuelle est supérieure à 6/10, on n'a pas encore l'AMM pour injecter, mais il faudra discuter au cas par cas, comme c'était le cas de notre patient. Donc, au bout d'une année, il faudra refaire l'angiographie à la fluo si l'œdème maculaire est récidivant et afin de surveiller l'apparition de nouvelles zones d'ischémie. Je vous remercie. Une première question, c'est juste pour lancer la discussion. Moi, ton patient, j'ai vu ce que tu avais présenté, il a récidivé à peu près tous les 2 mois, à peu près. Donc, moi, j'aurais injecté de façon continue tous les mois et demi. C'est le mode treat and extend. Et j'aurais entre-temps fait du laser. Bon, ça, c'est une attitude tout à fait personnelle et très discutable, mais bon, c'est juste pour lancer la discussion. En fait, il s'agit probablement d'une occlusion d'une vénule maculaire qui se draine dans la veine temporale supérieure. On n'a pas d'angiographie, mais vu la topographie de l'œdème, c'est une occlusion très partielle. Alors, les occlusions de vénules, souvent, ont un bon pronostic et s'améliorent toutes seules. Ce n'est pas le cas du tout ici. Ça serait intéressant d'avoir une angiographie pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est assez probable que le territoire, bien que petit, soit très ischémique et que la diffusion se passe seulement en bordure du territoire de non-perfusion. Et dans ce cas-là, ça laisse assez peu de place pour le laser. Parce que le territoire est petit et on est vite très près du centre de la fovea. Par contre, l'hypothèse que vous avez soulevée, treat and extend, moi j'aime bien, je suis un adepte du treat and extend. C'est vrai que ça épargne des visites. Et puis, ça revient un peu à ce que vous avez dit, parce qu'au bout d'un moment, justement, on trouve quelle est la bonne mesure de la récidive, et on traite juste ce qu'il faut, ou juste un peu en retard, ce qui n'est pas si grave. C'est moins grave que c'est moins grave de traiter en retard pour un œdème maculaire que pour des néovaisseaux choroïdiens, parce que les néovaisseaux choroïdiens, ils continuent à s'étendre si on ne les traite pas, alors que l'œdème maculaire, bon, il y aura 1 semaine de plus d'œdème maculaire, bon, c'est pas bien grave. D'autres questions à JN? Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'on en est là? D'accord.
J'invite Dr Iman Qsira de l'équipe de